Donc je suis à Fontenay-aux-Roses en compagnie du docteur Raymond Johnson. Et donc on se connaît depuis une quinzaine d'années. Il est participé notamment à nos congrès en 1995 et en 2004. Mais enfin là, nous allons avoir un entretien en bonne et due forme. Donc le docteur Johnson est... Vous êtes psychanalyste en fait. Psychiatre et psychanalyste. Alors donc justement, vous suivez d'assez près toutes ces questions liées à la divination, aux besoins d'astrologie, aux besoins de connaître l'avenir. Donc ce qu'on attend de vous justement, qu'on comprenne mieux le phénomène et pourquoi les gens vont consulter un astrologue, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça leur apporte. Oui, je suis très honoré d'avoir à préciser ce point de vue sur la voyance en général, car mon origine africaine me met en bonne position en effet. Pour justement situer tout ce problème de la divination. Pourquoi? Parce que la divination a une place très importante dans la vie de l'Africain. Pourquoi? Parce que dans la divination, c'est pratiquement questionner l'au-delà. C'est au-delà qui nous échappe et qui s'inscrit dans un registre d'irrationnel et que notre rationnel n'attrape pas, ne saisit pas. Car il est toujours bon de savoir que l'homme se structure beaucoup plus par ce qui l'inquiète que ce qui le rassure. Ce qui l'inquiète que ce qui le rassure, pourquoi? Parce que l'angoisse de vivre le pousse toujours à s'assurer des lendemains. C'est pourquoi le problème de la divination m'a beaucoup intéressé. C'est pas moi tout seul, parce que mon papa lui-même était, donc vous voyez la photo au mur, mon papa était très intéressé par la divination et le plus souvent recevait les devins, les polons. Dans quelle ville c'était? À Neho, au Togo. Ah d'accord. Je suis togolais d'origine. Ah oui, je ne savais pas. Je suis togolais d'origine et mon papa était très intéressé par cela et recevait les sages, ce que nous appelons les bokonos, qui sont en fait les devins. Ne confondons pas avec les guérisseurs, parce que nous ne faisons pas d'amalgame. Je crois que c'est l'occasion de tirer tout ça au clair, qu'il y a les devins qui questionnent l'irrationnel, l'inconnu. Car pour l'Africain, les morts ne sont pas morts et qu'il y a un monde au-delà, dans l'au-delà, qui nous attend et où se trouvent ceux qui sont partis avant nous et qui sont toujours vivants dans notre vie. C'est pourquoi pour l'Africain, les morts ne sont pas morts et le fait qu'ils ne sont pas morts, ils jouent encore un rôle très important dans notre vie, ici-bas, de l'au-delà. Nous disons qu'eux, ils sont beaucoup plus dans la lumière et que c'est nous qui sommes dans l'obscurité. Car eux, ils nous voient et nous, on ne les voit pas. C'est pourquoi les interroger est toujours très intéressant pour l'Africain, car la société elle-même, la société africaine elle-même, dans sa dimension élargie de famille et tout, c'est surtout l'esprit qui prévaut, ce ne sont pas les gens. Les gens font partie, les membres de la famille font partie, mais ce qui est très important pour lui, c'est l'esprit qui anime. C'est pourquoi nous en venons au problème de l'animisme, qui est l'âme qui anime tout ce monde qui nous entoure, et que cette âme est une réalité. Ne confondons pas encore ici animisme et fétichisme. Animisme, c'est le culte de l'âme. Et pour moi, c'est ma définition tout à fait personnelle, l'animisme est le précurseur de toutes les religions.
C'est quand l'homme s'est réalisé et s'est rendu compte qu'il n'est pas son propre créateur et qu'il s'est imaginé qu'il y a quelque chose en lui plus que lui-même, l'âme. Et en conséquence, l'homo sapiens a fini par découvrir un Dieu, Allah, Yehovah, Providence, appelez ce que vous voulez, que dans l'homme, il y a quelque chose de plus que lui et qui le dépasse. C'est l'interrogation de ceci et de cet esprit, de cette dimension de l'homme qui revient à la divination. Donc, nous pouvons saisir, nous pouvons déjà voir la place de la divination dans la vie de l'Africain. La vie de l'Africain vient résoudre, et nous le voyons d'ailleurs d'un événement d'actualité. Haïti, que je connais bien, où j'ai donné des cours. Oui. On voit avec quelle ferveur ces gens qui sont vraiment confrontés à un désastre de la pire espèce ne cessent pas de prier, car ils sont convaincus qu'il y a quelque chose au-delà et auquel ils peuvent s'adresser et qui peuvent venir à leur secours. C'est tout le problème du vécu de la dualité que nous devons remettre en cause ici. Car l'homme, en tant qu'individu tout seul, s'occupant de lui tout seul, confronté à ses vicissitudes, n'a pas le ressort nécessaire pour le surmonter, et que c'est ce point d'ancrage à l'autre, ce point d'ancrage à cet entourage. Ne confondons pas non plus entourage avec environnement. Entourage, c'est les humains, c'est les hommes, c'est les autres âmes, tandis que l'environnement, c'est tous les objets qui nous entourent. Donc, cette relation à l'autre est très importante dans la vie de l'Africain. Et comme telle, cette relation à l'autre fait qu'il est porté donc à interroger l'au-delà pour voir cette autre partie de lui-même qui se trouve dans l'au-delà, dans cette dualité. C'est pourquoi je me suis beaucoup intéressé à la définition, non pas que j'en ai particulièrement besoin pour moi-même, même quand je viens, j'ai beaucoup de... Je viens de Lomé il y a environ 8 jours, j'enseigne là-bas dans différents endroits. De Lomé, carrément, oui. Lomé, Togo, oui. J'enseigne dans des séminaires, par exemple le séminaire diocésain de Lomé, avec, tenez-vous, 300 gaillards en théologie, au grand séminaire. Vous formez des exorciseurs ou des... Non, je fais des prêtres. Oui, des exorcistes. Non, pas du tout. Enfin, vous leur parlez de quoi, ces prêtres? Je leur parle des sciences humaines, c'est-à-dire de la structuration de la personnalité, ah oui, d'accord, des relations autrui. Nous avons commencé cette année avec un thème qui m'est assez cher, que l'homme est un être essentiellement relationnel, et que sans cette relation, il n'existe pas. Et mon maître Lacan l'a bien précisé en disant ma signification passe par l'endroit de l'autre. C'est l'autre, l'image qui me renvoie, il appelle l'image spéculaire, qui me renvoie de moi, qui me fait exister. Et une personne qui a beaucoup compté dans ma vie, le philosophe Amadou Valenci, ah oui, que j'ai même visité en Israël. Je suis resté Eliane. 15 jours chez Eliane, oui. Je suis resté 15 jours chez elle, Oui, oui, je connais. et qui a beaucoup compté dans ma vie, a précisé encore que, en l'absence de l'autre, le jeu grelotte de solitude. Oui. Et je crois que c'est un terme très important à retenir. Nous grelottons s'il n'y a pas la chaleur de l'autre qui nous enveloppe. Et je tiens aussi à dire qu'il y a une image qui me vient assez souvent, maintenant avec l'âge avancé que j'ai, fait que je me dis, quand le dernier moment sera venu, qu'on n'est plus là, qu'on n'est plus animé, qu'on est cadavre, il faut un autre pour nous mettre dans la boîte et nous mettre dans le trou. Mais cette assistance,
Si ça venait à manquer, on pourrirait sur place. Oui. Est-ce que toute notre vie, l'absence de l'autre ne nous donne pas déjà cette odeur de pourriture, s'il n'est pas là pour nous révéler ce que nous sommes nous-mêmes et que nous ne sommes que... Ah, j'ai une jolie image, oui. Oui. Je crois que et j'inscris encore dans ce relationnel à l'autre une valeur, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de prix. C'est là aussi où je viens faire la nuance entre ce qui a un prix qu'on peut acheter, des dollars, des nouveaux, des choses. Ça a un prix, mais opposé à ce qui a une valeur. Ce qui a une valeur ne peut s'acheter qu'avec quelque chose qui a une valeur aussi. Il n'y a que la valeur qui puisse acheter une autre valeur, mais les prix interchangeables. Les prix ont une certaine finitude, mais ce qui a de la valeur est infini. Car, encore comme exemple, je demande à mes auditeurs, quel prix peut-on donner au lait que donne la mère à son bébé? Oui, on me dira, oui, on peut le mesurer au litre, au poids, vitamines, etc. Mais la chaleur corporelle que transmet la mère à l'enfant pour l'endormir, à quelle aune allez-vous mesurer cela? Ça n'a pas de mesure, ça a une valeur impayable, non étalonnable, inestimable. Donc, c'est dans cette relation à l'autre que j'inscris cette valeur. La relation à l'autre a une valeur, et je n'ai pas prononcé jusqu'à présent un mot tellement galvaudé que son sens réduit à une consommation. C'est le mot amour. Je viens de l'aimer. On fait un effort dans le pays pour amorcer une certaine éducation sexuelle. Et dans les rues de Lomé, vous voyez des panneaux qui disent « Parlez à vos enfants de la sexualité ». C'est sur cela que je me suis basé pour mon entretien au grand séminaire de Lomé, le séminaire Jean-Paul II à Lomé, pour leur dire, quand je vois ces panneaux dans les rues de Lomé, je me demande ce que les parents peuvent dire à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent leur parler de quoi? De la façon dont eux-mêmes vivent cette définition, ce terme de sexualité, et que sexualité pour ses parents, c'est faire l'amour. Faire l'amour comme si l'amour est un bien de consommation qu'on peut fabriquer, consommer. Naturellement, ceci est lié au sens. Mais moi, je dis que l'amour ne se fait pas, il se vit. C'est un savoir-vivre et non pas un savoir-faire. Quand on a le savoir-vivre, on peut aussi avoir le savoir-faire. Mais on peut avoir le savoir-faire sans avoir le savoir-vivre. C'est ce qui fait la différence entre faire l'amour et vivre l'amour. Faire l'amour dans la sensation, vivre l'amour dans le sentiment. Le sentiment qui dépasse largement le côté purement sensuel, de jouissance, de plaisir, tandis que le sentiment va beaucoup plus loin, perdure, va beaucoup plus loin que la sensation du plaisir dans la rencontre de l'homme et de la femme, dans ce geste tellement galvaudé maintenant qui fait qu'on vend beaucoup de choses au nom de cet amour galvaudé réduit à sa dimension de sensation plutôt qu'à sa dimension de sentiment, car le sentiment dépasse largement, et autant le sentiment a de la valeur que nous pouvons accorder, si vous voulez, un prix à la sensation liée à faire l'amour. Naturellement, et j'aime beaucoup aussi aller un peu plus loin et être lacanien, je peux le réclamer, que en français, le mot amour au singulier est masculin. Oui. Au pluriel, c'est au féminin. C'est vrai, oui. Déjà, sa multiplication diminue la valeur, mais n'allons pas beaucoup plus loin pour mentionner les amourettes, dont il faut se méfier,
par cette temps de sida et de maladies sexuellement transmissibles. Et aussi, ces amourettes qui font qu'on réclame une certaine éducation sexuelle pour les adolescents, les jeunes, qui ont besoin d'être sexuellement éduqués. Mais je pense que nous allons un peu trop loin, nous ne écartons pas de la croyance, mais je crois que c'est aussi important pour redéfinir le lien donc, qui unit, qui relie les gens, cet être qui est essentiellement relationnel, non pas seulement en relation avec les vivants, mais aussi en relation avec les morts, avec les esprits, avec ceux qui sont déjà passés et qui sont à venir, d'où l'importance des enfants dans la progéniture, dans la tradition africaine. Alors justement, une question qu'on pourrait se poser, Dr Johnson, c'est effectivement que quand il y a des échecs quelque part dans la relation, dans la compréhension de l'autre, dans la comprendre son comportement, comment il va se comporter, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va éventuellement se diriger vers l'astrologie ou vers d'autres techniques, quand l'autre vous échappe, l'autre a un comportement qui m'échappe, à ce moment-là, je vais essayer de compenser ça par une autre voie qui me permettra, malgré tout, bien que moi-même, tout seul, je ne sois pas, parce que, effectivement, si on rebondit sur la relation la question de relation, faire appel à un voyant ou un astrologue, c'est faire appel à quelqu'un d'autre. Donc c'est ne plus être tout seul face au problème. Il y a l'astrologue et il y a le savoir, mais dans les deux cas, alors soit je peux faire appel au savoir astrologique, ou je peux faire appel à l'astrologue, ou je peux faire appel, enfin, dans un cas, je fais appel à quelqu'un. Faire appel au sens presque juridique, c'est-à-dire je vais demander une autre chance de pouvoir comprendre les choses, une chance que je n'ai pas eue au premier niveau. Quelque chose m'a échappé dans un premier temps, mais je vais essayer de rattraper ça en ayant des aides, en faisant appel à des connaissances ou à des personnes. À ce sujet, j'aime bien évoquer cet exemple qui est très bête, très simple. Et supposons un atome, une molécule ou quelque chose, tout ça, ou un individu dans l'espace qui se trouve seul dans un espace. Il peut aller errer dans tous les sens. Mais dès qu'apparaît dans son espace un autre individu B, ayant les mêmes besoins, les mêmes constitutions, les mêmes possibilités de communication, le premier individu A se trouve ancré dans cette communication, un trait d'union à ce qui apparaît dans son espace. Son espace devient habité. Et l'habitation de la présence du B fait que le A a conscience de son existence. À partir du moment où le B n'est plus, c'est l'impression de la disparition, c'est là je ne suis plus. Donc c'est là où vous avez le drame de ceux qui se disent je n'ai besoin de personne et qui sont dans une situation d'angoisse. Et l'absence justement de l'autre, quand ça commence à lâcher, qu'on a cette forme de disparition, et disons le mot du thanatos, c'est-à-dire de mort. Et c'est pour cela qu'on va voir les devins, on va voir l'astrologue, et si nous venons à cela, puisque M. Albron, c'est ce qui est votre préoccupation majeure, l'astrologie, qui a un côté scientifique, qui n'est pas du même côté ésotérique que les autres divinations, comme chez nous, les coris, les traits sur le sable. La géomancie, voilà, exactement. Qui fait que l'individu va voir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Va voir si au-delà il y a quelque chose. C'est pourquoi la maladie, dans la société africaine, a un sens bien précis où la famille, l'entourage, quand il y a un des membres de la famille malade, s'interroge et dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que nous n'avons pas failli à ce qu'il faut faire et que, à travers la maladie, que cet individu, quelque chose se passe? Donc, c'est un signe pour la famille.
pour la C'est famille. aussi bientôt Ça touche un seulement, mais ça s'adresse à toute la à famille. toute la famille. Et de ce fait, il faut que la famille s'interroge sur ce qui arrive avant même d'aller dans un hôpital pour se faire soigner. On commence déjà à savoir, de se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour que la maladie d'un membre interpelle toute la communauté. Et c'est là où il y a la place du voyant, du devin, même de l'astrologue, puisque c'est dans l'astrologie finalement qu'il y a une recherche scientifique du passé et de l'avenir. Oui, alors justement, il y a une question que j'aimerais bien vous poser, sur laquelle je travaille beaucoup actuellement. L'idée que tout le monde, alors je reviens, je pense de l'astrologie en particulier, est-ce que il y a certaines personnes qui ont des relations privilégiées avec les mondes extérieurs, que sont à la fois l'astrologie, les astres ou les esprits? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu les intermédiaires? Oui, je pense. Donc, parce qu'il faut avoir un certain, les Anglais disent un certain feeling, un certain sixième sens pour déchiffrer les événements, ce qui se passe, et aussi avoir aussi une certaine psychologie. Et c'est là que nous parlons du rôle des devins, des astrologues dans la société. À quoi servent-ils? Ils servent justement à tamponner cette angoisse de la personne pour savoir ce qui n'est pas devant un vide. Car dans cette dualité dont je parle, il y a le rationnel. Le rationnel qui s'arrête à une certaine limite, et au-delà du rationnel, il y a l'au-delà dans lequel se trouve l'irrationnel. Et quand on est dans ce domaine de l'irrationnel, il n'y a que la foi qui compte. Il faut y croire. On ne raisonne plus. Donc, ceux qui peuvent agir dans ce domaine de l'irrationnel doivent avoir eux-mêmes une certaine disposition à mieux déchiffrer les choses. Mais moi, je faisais allusion à un autre problème, en fait. C'est vrai que c'est amusant quand je parle à ces personnes-là, je ne pense pas forcément aux professionnels. Parce que moi, j'inverse le problème. Moi, je dis, l'astrologue, c'est celui qui est spécialisé dans l'étude des personnes qui sont en rapport avec les astres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lui qui est en rapport avec les astres. Parce que lui, il est intellectuellement en rapport avec les astres. Il connaît, il a un savoir qui lui permet de déterminer où sont les astres. Mais l'autre question, c'est qui est marqué par les astres. C'est-à-dire que lui, il est intellectuellement marqué, mais il ne les capte pas forcément. Je vous donne un exemple, puisque vous êtes médecin. Admettons par exemple que quelqu'un soit cancérologue. Le cancérologue, il n'est pas forcément atteint par le cancer. Ce sont ses clients qui sont atteints par le cancer. Et donc moi je dis, en gardant ce parallèle, l'astrologue, c'est pas forcément celui qui est marqué par les astres, mais ses clients sont des gens qui sont supposés être marqués par les astres. Oui. C'est pas la même chose. Et il y a un renversement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a le renversement entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire que l'astrologue, lui, c'est celui qui étudie les personnes qui sont marquées par les astres, mais ce n'est pas forcément lui qui est marqué par les astres. De même que le tarologue, alors moi je vais même plus loin, je veux même que le voyant, par certains côtés, enfin le tarologue par exemple, ce n'est pas forcément un voyant, parce que vu que c'est souvent le client qui tire les cartes, qui choisit les cartes, c'est donc le client qui est porteur du message. Et le tarologue ne serait là que pour déchiffrer ce message. Donc là, à mon avis, il y a eu un glissement qui s'est fait. On met les compétences au niveau de la relation avec le monde autre, on les met sur le compte du professionnel. Le professionnel, c'est uniquement quelqu'un qui est capable d'aider celui qui est qui est en contact avec ses forces, de les aider à les gérer. Mais lui-même, éventuellement, peut ne pas être quelqu'un qui appartient à cette catégorie. De même qu'un psychiatre n'est pas forcément un malade. Il va aider des gens qui ont un problème, il n'est pas forcément, quoi qu'on pourrait aussi en discuter. Savoir si le psychiatre doit être passé par une pathologie pour être un bon psychiatre. Non. Bon. Mais c'est un paradoxe. Le professionnel n'est pas forcément quelqu'un qui va s'occuper de choses qui le concernent personnellement. Oui. C'est dans ce cas-là que
dans mon article, je trace un parallèle, je fais une comparaison avec la psychanalyse, car, comme le dit Lacan aussi, le psychanalyste doit faire table rase de ses propres émotions pour pouvoir écouter l'autre. Et je crois que c'est le même problème pour l'astrologue. L'astrologue est aussi marqué par l'astrologie. Il a un certain, je ne sais pas comment vous l'appelez, il a son tableau, il est aussi issu d'un décan, il a ça, mais ça ne doit pas influencer ce qu'il va faire pour l'autre. Il doit être neutre pour pouvoir apporter une certaine aide à ce qui arrive à l'autre. Car, comme chez le psychanalyste ou chez le médecin aussi peut avoir le cancer, mais il soigne le cancer. Il oublie complètement, même s'il avait le cancer de lui, il va l'oublier pour s'occuper du cancer de l'autre. Donc, voilà, je crois que c'est les deux similitudes qui peuvent y avoir. Oui, mais moi je vais plus loin, voyez-vous. Je n'avais pas cette position quand on s'est connus il y a 15 ans, mais je n'avais même pas d'ailleurs tellement il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je considère que la crédibilité de l'astrologie n'implique pas forcément que tout le monde ait un thème astral ou que tout le monde soit marqué par les astres. Je pense au contraire à un repli stratégique qui consisterait à dire que seuls ceux qui sont en haut, ceux qui sont les chefs, les rois, les décideurs, qui n'ont personne au-dessus de leur tête pour leur dire ce qu'ils doivent faire, sinon les astres, sont marqués par les astres, et que les autres personnes sont marquées par ces princes, par ces rois. Donc finalement, la relation directe avec le cosmos serait réservée justement à une certaine élite dirigeante, et il y aurait eu une espèce de glissement, historiquement, qu'on trouve dans beaucoup de religions, le glissement, c'est-à-dire que quelque chose qui est réservé à un petit groupe, finalement, est revendiqué par l'ensemble de la population, et à tort, je crois. Le problème se pose, par exemple, dans les rapports entre le judaïsme et le christianisme. Enfin, ça, c'est un... Mais même dans d'autres domaines, il y a dans l'histoire des religions, il y a des religions dont on dit qu'elles sont passées d'un milieu assez fermé vers quelque chose de beaucoup plus universel. Et donc, cette espèce de processus qui s'est produit à des tas de niveaux, y compris au niveau politique, c'est-à-dire que le pouvoir n'est plus le fait d'un petit groupe, mais il est diffusé et il est réparti, c'est un phénomène de civilisation absolument fondamental, mais qui épistémologiquement fait problème, parce qu'effectivement, les travaux de Michel Gauquelin l'ont montré, ces travaux qui s'adressent aux professionnels qui ont le plus été marquants dans leur domaine, font apparaître des corrélations, mais si l'on prend des gens moins significatifs, qui ont moins marqué leur profession, les configurations ne marchent plus. Donc il y a, on pourrait dire que d'une certaine manière, l'astrologie fonctionne à proportion de l'importance du personnage. C'est-à-dire que si la personne a vécu pleinement un potentiel considérable, l'astrologie a quelque chose à dire. Si la personne est plus médiocre, il est possible qu'en fin de compte, ce serait une erreur de la relier au cosmos, parce que ça n'est pas son truc. Elle va être reliée indirectement par les gens qui font quelque chose, mais elle ne le sera pas elle-même. D'ailleurs, tout le monde n'est pas roi, tout le monde n'est pas un créateur, tout le monde n'est pas génial. Donc il y a une espèce de démagogie, n'est-ce pas? Je prends toujours l'exemple, par exemple, de ces films, comme le dernier film, Avatar, qui a été un énorme succès, etc. Au départ, c'est une petite équipe, c'est le réalisateur, c'est quelques acteurs, c'est une petite société. Bon, donc c'est un petit groupe qui, plusieurs mois, bien avant même, je crois qu'Avatar, ça a été pensé des années avant, mais il fallait attendre certaines améliorations techniques pour y arriver, la troisième dimension, etc. Entre le moment où ce petit groupe a engagé le processus et le moment où des millions, des dizaines de millions de gens vont voir en l'espace de quelques jours le film, on voit bien qu'il y a un rapport entre le petit groupe et la masse. Donc dire que la masse
a les mêmes privilèges et les mêmes profils et les mêmes caractéristiques que l'élite, ça fait problème. Alors, je veux savoir si dans la société africaine, puisque j'essaie de voir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route. Voyez-vous. La société africaine, l'idée que malgré tout, tout le monde n'est pas forcément... Alors évidemment, dans la société africaine, les deux concepts se mélangent. C'est-à-dire que celui qui est professionnel, c'est aussi celui qui capte. Mais dans le cas dans le monde occidental, c'est pas forcément comme ça. Dans le monde occidental, l'astrologue ou le tarologue, c'est un peu comme le postier qui transmet un message, mais finalement, c'est même pas qu'il transmet un message. C'est comme quelqu'un qui aurait reçu un message et qui ne saurait pas le déchiffrer, et qui demanderait à quelqu'un de le déchiffrer. Donc, le médium, ce n'est pas forcément, j'ai dit toujours maintenant aujourd'hui, le médium n'est pas forcément le professionnel, ça peut être le consultant. C'est le consultant qui est le vrai. Si moi, en tant que professionnel, j'ai un consultant qui n'est pas un bon médium, c'est-à-dire que je fais de l'astrologie pour lui alors que lui n'a pas capté les astres, qu'est-ce que ça veut dire? J'étudie le tirage de tarot qu'il a réalisé alors que lui, il n'a pas un contact avec son subconscient qui soit vraiment intéressant. De quoi s'agit-il? Donc la condition principale pour que la consultation ou tarologique fasse sens, c'est que la personne qui vient me voir soit concernée par ce dont on parle. Absolument. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais c'est bien, la démarche déjà fait qu'il y a une motivation. Oui, mais ça c'est dans son imaginaire. La personne peut très bien imaginer que, je prends un exemple, admettons quelqu'un qui va s'imaginer, si elle va voir l'astrologue, c'est qu'effectivement qu'elle pense qu'elle-même est sous la dépendance des astres. Elle le pense, elle le croit. Mais c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. C'est là qu'elle se trompe. C'est à l'astrologue de même par exemple quelqu'un qui va vous dire je crois que je suis atteint d'une certaine maladie. Mais c'est pas forcément vrai. Elle a peut-être pu lire quelque chose qui l'a induit à croire cela. Donc le professionnel n'est pas forcément ça c'est le problème du contre-transfert, il n'est pas forcément obligé de rentrer dans le jeu de la personne qui vient le voir, en lui disant vous croyez que vous avez ça, eh ben on va accepter que vous avez ça. Non, il est amené à lui dire dans votre cas ça ne correspond pas. Vous êtes venu me voir en pensant que les astres ont un rapport avec vous, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas le cas. Bon. Or, ce problème-là ne se pose plus. Dans la pratique astrologique actuelle, cette restriction n'existe pas. D'office, vous êtes effectivement, vous avez droit à votre thème astral, ou d'office, vous avez droit à ce qu'on vous interroge vos cartes, etc. Il y a une dégradation de la signification même de la consultation. Moi, je dis que le rôle actuel de l'astrologue, c'est comme celui du cancérologue, c'est-à-dire, avez-vous ou non un lien, un rapport avec le domaine en question. Vous pensez éventuellement avoir ce rapport, vous êtes venu voir peut-être parce que vous avez l'impression que c'est ça, mais c'est comme si vous disiez, vous savez, ça fait penser au docteur Knock, qui disait tout homme portant est un malade qui s'ignore. Bon, ça n'est pas une bonne déontologie de dire aux gens, bon, voilà, vous êtes venu me voir, donc je vais vous trouver quelque chose. Il faut que l'astrologue ait le courage de dire, cher monsieur ou chère madame, on va étudier la question de savoir si vous êtes vraiment quelqu'un pour qui les astres font sens ou pas. On va regarder si, quand certaines configurations se produisent, votre vie a été modifiée, je ne sais pas, on va voir s'il y a eu des effets. Et surtout, si votre position sociale, intellectuelle, culturelle, fait de vous quelqu'un qui effectivement est porteur d'une aura cosmique, c'est-à-dire qui a quelque chose à impulser aux gens. Si vous êtes un personnage médiocre qui va avec la foule, qui sans précarité, vous allez certainement dépendre des astres, mais indirectement, par le fait que vous allez être entraîné dans le sillage de certaines personnes. Mais les astres ne vous... Et je dirais même plus, Dr. Johnson, tout à l'heure vous parliez justement de cette solitude et de cette présence de l'autre, de ce besoin de l'autre. C'est vrai, et je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Pour le commun des mortels, oui. Mais pour ceux qui sont directement sous le contrôle ou sous l'impulsion cosmique, ils n'ont pas grand-chose à attendre des autres.
Parce que l'énergie, elle n'est plus horizontale, mais elle est verticale. Il y a toujours une dualité. Voilà. Alors, Il y a toujours une dualité. voilà, mais effectivement, et c'est ça leur drame. C'est ça leur drame. Il y a toujours une dualité. Oui, oui. Non, mais il y a une différence entre. Si on prend par exemple les juifs, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la question juive, Moi aussi. si on essaie de comprendre pourquoi ce peuple a un destin aussi particulier, une clé que je propose actuellement, c'est de dire que, parce que comme on dit en français, chaque médaille a son revers. Celui qui est dans la verticalité est dans une difficulté avec l'horizontalité, et celui qui est dans l'horizontalité capte pas très bien la verticalité. Donc effectivement, il y a toujours un prix payé. Donc celui qui sait instinctivement que sa force, que l'aide qu'il peut recevoir, il la recevra d'en haut. D'une façon ou d'une autre. Et que finalement, la véritable énergie qu'il peut attendre, elle ne viendra pas des autres. Pourquoi? Parce que c'est à lui de leur apporter cette énergie. Il y a aussi cette question de c'est à lui. Il y a des personnes. Non, pas d'échanger. Vous avez une position. On n'a peut-être pas la même position. Non, d'apporter, c'est-à-dire de donner. Il y a aussi des êtres qui donnent au peuple, qui donnent. Donc ils reçoivent d'en haut et ils donnent autour d'eux. Bon. Et ça n'est pas forcément réciproque. Ou du moins, ça n'est pas une réciprocité, ça n'est pas un échange au sens strict. Il y a ce qu'on pourrait appeler un feedback. C'est-à-dire, je donne, et parce que j'ai donné, je serai récompensé de ce que j'ai donné. Mais de l'autre côté, l'autre, finalement, il a reçu, il n'a pas donné. Il va récompenser celui qui lui a donné, mais c'est pas la même chose. Enfin, compenser. Il va compenser, en plus. Oui. Donc, effectivement, les relations sont dans la dualité. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs, c'est le rapport entre Dieu et l'homme, d'une certaine manière. Il y a celui qui donne parce qu'il a reçu. Il a reçu d'en haut, donc il y a un circuit. Il reçoit d'en haut et il transmet autour de lui, de façon à ce que justement cette énergie qu'il a reçue, elle joue son rôle, elle se diffuse. Mais alors, il n'y a pas de réciprocité symétrique. Il n'y a pas de symétrie. Il y a une réciprocité, mais il n'y a pas de symétrie. La symétrie, c'est qu'on serait tous pareils et qu'on recevrait ce qu'on a donné. Non. Vous savez, il y a une fable de La Fontaine qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce n'est pas la symétrie la plus petite que soi. Ça veut dire que quelque part, j'ai besoin de l'autre, mais moi j'ai besoin de l'autre dans un certain sens et lui a besoin de moi dans un autre sens. Si je suis en haut et que lui est en bas, il y aura une réciprocité quelque part, comme par exemple évidemment un patron qui paye ses employés, il leur donne quelque chose, ses employés lui donnent quelque chose en échange, mais ça n'est pas vraiment symétrique, ou alors vraiment de façon très vague. Donc pour recentrer la discussion, je dis, pour revenir à la question juive justement, puisque vous me disiez que vous vous intéressiez à ces questions, moi ma thèse est la suivante, c'est que les juifs se sont plus préoccupés de la relation verticale que de la relation horizontale. Ce qui veut dire qu'ils ont renforcé leur alliance avec le ciel, si on peut dire, aux dépens de leur rapport avec le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça c'est vrai dans toute personne qui sent instinctivement que l'énergie, le salut vient d'en haut, va tendre à minimiser et à négliger d'une certaine manière les relations qu'il a avec autrui. Or, c'est bien ce qui s'est passé avec les Juifs. Quelque part, ils sont très forts ils sont des exemples pour ce qui est du rapport avec du vertical, mais dans le rapport horizontal, dans la relation sociale, dans la relation avec les autres peuples, il y a des tensions considérables. Donc, effectivement, ça explique. Donc, si vous voulez, quand on interroge, donc la grande question qui se pose aux astrologues, c'est comment savoir qui est qui? La grande question que moi je pose aujourd'hui, c'est vous avez affaire à quelqu'un, qui est cette personne? Est-ce qu'il est du groupe A ou du groupe B? Est-ce qu'il est du groupe de l'horizontalité ou de la verticalité? Et il faut faire le diagnostic par rapport à ça. C'est un peu comme le groupe sanguin ou d'autres choses, ou comme par exemple la distinguer entre un psychotique et un schizoïde ou un schizophrène. Vous avez aussi, vous, en psychiatrie, des problèmes ou un névrosé, et il faut savoir à quelle catégorie appartient la personne que vous avez en face de vous. Eh bien, l'astrologue, il a aussi ce devoir,
il n'y a pas une seule population qui aurait tous le même profil, sauf qui aurait tous le même bagage cosmique. C'est actuellement ce qu'on croit, ce qu'on dit. Moi, je dis qu'il faut revenir là-dessus. Au contraire, c'est à lui justement de décerner, de déterminer si la personne, son profil de vie est vraiment lié au grand cycle cosmique, ou si finalement il est plutôt quelqu'un qui est entraîné comme ça par des mouvements collectifs, qui va participer à la consommation de masse, à la culture de masse, et qui finalement n'est pas... Non, ce serait, comme on dit en français aussi, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ce serait une forme de flatterie un peu grossière que de laisser entendre à tous les clients qui sont le centre du monde. Or, quand on regarde l'interprétation du thème astral, on s'aperçoit que l'individu, c'est un thème pour un roi. Tout le monde tourne autour de cette personne-là. Les maisons astrologiques, les signes, tout ça, toutes les planètes, on a l'impression qu'ils sentent quelque chose. Bon. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que les gens viennent nous voir à l'astrologue, parce qu'ils sont bien contents qu'on leur donne cette impression ou cette illusion. Mais je crois qu'il faut arrêter. Là, il y a une corruption, il y a une corruption au sens de corruption, un savoir qui se dégrade, parce que on va dans le mur. L'astrologie ne peut pas continuer à laisser croire à toute personne que son thème, quand on voit comment les astrologues travaillent, on peut lire tout un ensemble de choses dans le thème astral, n'est-ce pas? On peut lire les rapports avec le monde entier, et dans les maisons astrologiques, etc. Je veux dire, on a l'impression que tout le monde tourne autour de cette personne. C'est vrai pour certaines personnes très haut placées, mais c'est pas vrai pour le commun des mortels. Si. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, justement, voilà le débat. Justement, vous avez parlé de la verticalité, de l'horizontalité. Oui. L'individu se trouve au croisement des deux. Bien sûr. Au croisement des deux, parce que ne peut pas être seulement dans la verticalité, sans l'horizontalité. Et l'horizontalité, c'est les autres, oui, avec lesquels nous sommes. C'est ce que nous disons. Pour nous, Africains, cette horizontalité est beaucoup plus élargie que dans la société dite développée. D'accord. De sorte qu'ils sont disponibles pour être aussi dans la verticalité, c'est-à-dire ce qui va en bas, disons que c'est le domaine des morts, ce qui va en haut, le domaine des vivants, et que l'Africain, lui, il se situe au centre de ces deux croisements, oui, d'une façon plus efficace que ne l'est les personnes dites des pays développés, où on a beaucoup plus la tendance à prétendre à la verticalité pour venir à une certaine individuation. Et c'est cette individuation qui engendre toutes les pathologies finalement, puisque la verticalité n'est plus là pour le faire sentir qu'ils existent, puisque l'horizontalité n'est plus là pour le faire sentir qu'ils existent. Ils viennent à l'astrologue au demi-octobre pour dire, mais où se trouve là l'horizontalité? Je les cherche, dites-le-moi. Et la verticalité, c'est là où l'astrologue et le divin, le devin, le ramène à la verticalité en disant, dans la verticalité, tu es bien dans la verticalité, maintenant recherche l'horizontalité qui va te révéler ta présence. Comme le dit Abato Vivaressi, c'est parce que tu me dis tu que je peux dire je. Mais justement, à propos de... effectivement, moi je voudrais qu'on parle un peu de la maladie et du mal. Parce que, justement, il y a deux façons d'être dans la verticalité et dans l'individualité forte. C'est soit vers le haut, soit vers le bas. Par exemple, quelqu'un qui est malade, il est dans l'individualité du bas. Du bas, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est plus capable de faire ce que la plupart des gens font. Par exemple, il s'est cassé quelque chose, etc. Donc effectivement, quand les gens revendiquent d'être dans la verticalité et dans une individualité, il y a deux voies. Soit effectivement, ils y arrivent par le haut en arrivant à des niveaux extrêmement élevés de conscience, de réflexion. Sinon, ils peuvent y arriver par le bas. C'est-à-dire en étant dans la maladie, ou même en étant dans le mal, c'est-à-dire en étant dans le décrochage par rapport à la norme, en fin de compte.
C'est là où nous disons que, faisons un peu de lacanisme, que ce que le devin va demander chez nous en Afrique, c'est pour se dire qu'est-ce que le mal a dit. Oui. Le mal Oui. dit quelque chose. Oui, oui. Écoutons ce que dit le mal. Et déjà, nous sommes dans une certaine vérité, puisque c'est l'interrogation de l'au-delà qui va donner la réponse à ce que le mal a dit. Ce n'est pas l'individu. Et là, je le concède pour vous, pour l'astrologue et autres, dans leur position, de pouvoir déchiffrer justement ce que ce mal a dit. Ce que le mal a dit, et que ce que le mal a dit n'est pas une expression qui soit individuelle, le plus souvent c'est toujours communautaire. Oui, il est temps toujours à la communauté, et c'est pas seulement pour l'individu, pour l'accuser et autres, non, on ne veut pas l'accabler. Oui. Et on va le diluer au niveau de la communauté, c'est ça le drame aussi des sociétés développées, où les gens sont seuls face à leurs vicissitudes, je n'ai besoin de personne. Si, on a toujours besoin de quelqu'un pour finalement vous mettre dans la caisse et mettre dans le trou, en fin de compte. Si, dans la vie, on Mais ça, c'est aussi l'influence de la technologie qui joue un rôle très énorme. Pas les machines, les mécaniques, tout cela tend à isoler les personnes. Parce qu'effectivement, la personne n'est plus dans une relation avec l'autre, elle est en relation avec la machine. Et la machine lui donne une illusion d'autonomie. Et là, je viendrai à une remarque que j'ai entendue du Dalai Lama, puisque j'ai été... Oui. J'ai eu le privilège de l'avoir écouté dans ses enseignements à un moment donné. Et on lui dit, mais avec tous ces progrès de la science et tout ce que vous pensez, il me dit, mais ça me merveille que nous puissions en arriver là à faire toutes ces choses-là autour de nous, qui nous valorisent encore plus notre personnalité. Et la seule chose que moi, je ne lui concède pas, que dire que bon, c'est de génération spontanée pour un croyant, il y a quelque chose qui est coupé là. Il y a une providence, il y a quelque part d'où les choses viennent, et on ne peut pas dire que le sacré laïque n'existe pas. Moi, je ne peux pas dire que le sacré laïque n'existe pas. Si quelque chose est sacré, c'est que ça vient de loin. Si ça vient de loin, c'est que ça vient d'une certaine provenance. Et cette provenance, donnez-lui le nom que vous voulez. Moi, ça me va très bien. Donc, effectivement, c'est vrai que l'astrologue a deux cibles majeures. Enfin, bon, moi, je dis toujours qu'il y a trois astrologies. Il y a l'astrologie du paradis, l'astrologie du purgatoire et l'astrologie de l'enfer. L'astrologie du paradis, c'est justement pour ceux qui sont dans les hautes sphères, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui ont une sorte de potentiel qui leur permet d'influer sur l'humanité grâce à cette relation verticale. Il y a l'astrologie de l'enfer, qui est pour les personnes qui ont décroché par rapport à la norme, qui ont basculé dans le mal, qui ont basculé dans la maladie. Et puis entre les deux, entre ces deux extrêmes, il y a le purgatoire, qui est pour la très grande majorité des gens, et qui représente une astrologie qui est un peu, par exemple, celle des horoscopes, c'est des journaux. Quand on dit, voilà, je suis bélier, mais je sais qu'il y a des centaines de milliers... L'horoscope des journaux, c'est une astrologie collective. L'astrologie de l'enfer, c'est l'astrologie du thème natal. Le thème natal qui va nous expliquer pourquoi la personne a des problèmes, quelles sont les pulsions, quelles sont les cassures, etc. Et puis, l'astrologie du paradis, c'est celle des cycles, des grands cycles cosmiques. Donc, il y a trois astrologies, l'astrologie des cycles, l'astrologie du thème natal, à l'opposé, et entre les deux, l'astrologie, ce qu'on appelle l'astrologie solaire, c'est-à-dire l'astrologie... Moi, je l'appellerais l'astrologie de recherche. Laquelle? Celle du milieu. Celle du milieu, justement, celle qui parle des... Qui nous met dans cette position de chercher la voie, soit pour le premier ou la première ou la dernière, mais au milieu des deux, c'est chercher la voie. Oui, c'est vrai, ces gens-là, mais ils sont le purgatoire, ils sont dans un état intermédiaire, et effectivement, ils peuvent se poser la question. Et c'est là où l'astrologue vient à sa bonne place, c'est-à-dire pour orienter plus ou moins justement ses recherches. Mais oui, mais là, le problème, je vais vous donner un exemple, un espèce de paradoxe, M. Johnson.
L'autre jour, justement, j'étais dans une discussion de ce genre, parce que j'interviewe beaucoup de chercheurs. Et alors, je disais, c'est à l'astrologue de déterminer si la personne est dans telle ou telle situation. Bon. Et alors, la réponse qui venait à l'esprit de certaines personnes qui étaient là, c'était, eh bien, c'est le thème astral qui va le dire. Mais c'est aberrant, puisque, justement, si la question c'est de savoir si la personne est ou non marquée par les astres, c'est pas la peine de faire le thème astral si la personne n'est pas marquée par les astres. Donc les astrologues parfois sont une sorte de logique complètement folle en disant je vais savoir par le thème astral si la personne effectivement a un thème ou pas. Ben, si elle n'a pas de thème, elle n'a pas de thème astral. Donc là il y a une espèce de folie un peu dans le délire de logique. Ce n'est pas en étudiant le thème astral qu'on saura si la personne est ou non marquée par les astres. C'est dans la mesure où elle est marquée par les astres qu'elle aura un thème astral. Donc c'est un autre problème. Maintenant, la question, à ce moment-là, les astrologues sont souvent un petit peu démunis. Ils leur disent « Ah oui, mais alors si vous m'enlevez mon thème astral, qui est ma boussole, qui est ma façon de savoir où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est pour ça que je leur dis, il faut travailler en amont. Il faut vérifier déjà que la personne a un rapport avec les astres avant de décider qu'elle en a un, avant de partir du principe qu'elle en a un. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué que pour l'astrologie actuelle. Il faut vérifier par un certain nombre de critères, d'après le profil psychologique, parce que le comportement de la personne nous indique aussi si elle a un rapport de verticalité ou d'horizontalité. C'est là où j'ai une question pour l'astrologue. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de thème? Eh bien, moi je vous répondrai absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui sont absolument neutres, pas du tout en relation avec leur thème? Oui, ben c'est bien de ça dont nous parlons depuis un certain temps, Monsieur Johnson. Comme je vous le disais, il y a 3 cas de figure, n'est-ce pas? Donc, il y a une minorité de... Alors, bon, si vous voulez, 3 astrologies... Est-ce qu'on peut naître sans être sous aucun signe? Voilà la question. Oui, si l'on considère que... moi, je travaille beaucoup à partir des travaux de Michel Gauquelin et de son enseignement statistique. Pas uniquement. D'abord, il faut relativiser l'importance de la naissance. Le monde de la naissance n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Il y a eu la conception, à un moment donné, il y a la naissance, et puis on sait très bien que l'enfant n'est pas capable de vivre tout seul à la naissance. Il a besoin d'être encadré, d'être marqué. Donc, c'est pas comme un petit animal. On est déjà dans la dualité. Oui, enfin, je veux dire que la naissance n'est pas un aboutissement. C'est un moment clé, mais de passage entre 2 états. Un premier état qui est le départ du processus, qui est bien avant la naissance, et un deuxième état qui est bien après la naissance, qui est, on ne sait même pas très bien quand est-ce que ça se termine, le sevrage ou un certain âge. Enfin, je ne sais pas s'il y a des âges qui sont prévus comme cela. Chez les juifs, c'est 13 ans, ou même 8 jours si on fait la circoncision. En tout cas, ce n'est pas forcément le moment de la naissance. Donc il y a une exagération de cette importance-là. Et Gauquelin a montré que de toute façon, parfois ce rendez-vous entre le moment de la naissance et le cosmos, il est raté. À cause des accouchements provoqués, par exemple. Oui, mais même provoqués, moi je pense que... non mais justement, il y a des astrologues, sur ce point-là, les avis sont partagés, M. Johnson. Enfin, il y a certains qui considèrent que le moment de la naissance ouvre l'individu à une empreinte cosmique, et donc peu importe ce qui s'est passé avant. Bon, c'est une position que je rejette, mais qui est qu'une position d'ailleurs de confort plus qu'autre chose, parce que c'est simple de dire ça, comme ça on a la paix. Pas l'astrologue qui dit, vous savez, beaucoup d'astrologues, ils acceptent certaines théories tout simplement parce que ça leur simplifie la vie. Hein, bon, donc il y a un peu besoin de s'interroger. Mais en réalité, on sait très bien que, je vous donne un exemple un peu idiot. Regardez par exemple la question des ascendants. Vous savez que d'une heure à l'autre, on peut changer d'ascendant. On peut pas être, moi par exemple, on peut pas, vous pouvez être par exemple de tel signe solaire, et bien selon votre heure, vous aurez l'ascendant en Cancer, puis 2 heures après en Lion, puis 2 heures après
en vierge, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui, dans le thème natal, il y a des choses qui se jouent à l'heure près. Il y a des choses qui se jouent au mois, à l'année. La position de Saturne ou de Pluton ne va pas changer du jour au lendemain, ni même d'une année sur l'autre. Mais il y a des choses qui se jouent à quelques heures près. Bon. Donc il y a cette double dimension. Et donc, si on prend la partie des choses qui se jouent à quelques heures près, on ne peut pas imaginer que, par exemple, la personne va structurellement, morphologiquement, physiquement changer en quelques heures. Parce que si un astrologue vous dit, par exemple, que les gens du cancer, qui ont l'ascendant cancer, n'ont pas du tout le même physique que les gens qui ont l'ascendant lion, c'est-à-dire qu'il n'a même pas la même armature corporelle, et quand on sait qu'il suffit d'une heure de différence pour être né avec l'ascendant cancer ou l'ascendant lion, vous vous rendez bien compte que c'est pas à ce moment-là que ça se joue. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt la personne qui est cancer ou lion va essayer de naître à un moment qui correspond à sa nature. À ce moment-là, c'est bien que si on empêche le processus de se produire normalement, elle va naître à un moment qui ne sera pas pertinent. Donc c'est un autre problème encore plus compliqué, c'est que le thème astral peut ne pas être signifiant parce que tout simplement, il y a un décalage qui s'est produit. Deuxièmement, tout semble indiquer, et ça je parlerai plus de la question des neurosciences, si vous voulez, qu'au moment, dans les heures ou dans les jours qui précèdent la naissance, chez certaines personnes, il y ait une intense activité cérébrale. Pourquoi ? Pour tenir compte justement de ce qui se passe au niveau cosmique. C'est-à-dire, de façon à ajuster ce que l'enfant, le fœtus est, avec une sorte de reflet cosmique correspondant, une signature cosmique correspondante. Et il est évident que là, on entre dans quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que c'est la faculté pour le fœtus de capter ce qui se passe dans le cosmos, et de déterminer à quel moment ça doit être le moment de naître. Et là, je pense que si on faisait des expériences avec des électroencéphalogrammes, etc., on pourrait voir que chez certaines personnes, la naissance s'accompagne d'une intense activité à ce niveau-là, et chez d'autres personnes, pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont programmés pour naître en accord avec la verticalité, et d'autres qui ne le sont pas. Alors ça, c'est un premier point. Et moi, j'attache beaucoup. Pour faire une petite digression, je pense que nous captons, parce que la question de ça, c'est la grande question que je me pose, j'appelle ça l'astrosensibilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet à certains individus de capter ce qui se passe tellement loin? Alors, ça ne peut pas être la dimension visuelle. Non. Ça. C'est un autre sens. Puisque, par définition, l'enfant ne voit pas encore au moment où il est encore dans le ventre. Bon. Moi, je mettrais ça sous le plan d'une espèce de résonance, c'est-à-dire pour employer le mot un petit peu, de musique, c'est-à-dire de sonorité particulière. Vous savez que la différence entre la l'ouïe et la vue, c'est qu'on peut capter des choses par l'ouïe sans les voir. Et donc même quand on est complètement enfermé dans un lieu, on peut entendre ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc l'ouïe a une supériorité par rapport à la vue, c'est que même quand je suis dans un endroit complètement fermé, je peux capter des choses que je ne capterais pas par la seule vue. Donc il y aurait une espèce de musique particulière. Moi-même je suis compositeur, donc j'ai un sens très aigu au niveau musical et au niveau des sonorités. Et je pense que cette sensibilité auditive est un élément de la verticalité, justement. Et que l'horizontalité serait plutôt un élément de la visualité. Enfin, donc on pourrait aussi la question des sens qui est importante. Et alors, l'autre catégorie,